Après la vidéo sur l'organisation du cours, et avant que l'on rentre à proprement parler dans la technique, je vais vous expliquer pourquoi Python est un langage qui est très agréable à utiliser et qui peut servir à tout un tas d'applications. Donc Python est un langage qui a énormément de bonnes propriétés, parmi lesquelles, il me semble, la principale, c'est le fait que c'est un langage qui est très lisible. Donc je vais essayer de vous en convaincre. On va regarder la comparaison avec un certain nombre d'autres langages généralistes. Et je vais commencer par C++. Donc à titre strictement indicatif, j'essaye juste de faire un point. Si je compare la façon de faire une boucle sur une liste en C++, ça pourrait ressembler à ça. Donc en Python, vous allez voir que le code est déjà beaucoup plus court, il est beaucoup moins touffu. Vous remarquez qu'il n'y a pratiquement aucun sucre syntaxique, il n'y a pas de begin, de end, d'accolade, de choses comme ça. En fait, le langage a fait le parti pris d'avoir une syntaxe qui est orientée sur la présentation. Donc là, les deux phrases print et manage font partie du même bloc. L'œil humain le capte tout de suite. On n'a pas besoin de rajouter des accolades ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est la première chose qui est importante à noter. Python a une syntaxe qui est articulée sur la présentation. Alors je fais une deuxième comparaison, cette fois-ci c'est avec Java. Alors j'avoue que j'ai pris un exemple qui est totalement pathologique, mais un programme simple qui fait Hello World, que vous trouvez dans tous les livres de programmation, en Java, ça ressemble à ce que vous voyez ici, c'est assez long, comme vous pouvez remarquer, il y a beaucoup de bavardage, beaucoup de boilerplate. Nous, en Python, on se retrouve avec un programme qui fait une seule ligne. Donc évidemment, à nouveau, c'est un exemple qui est pathologique, mais il est très important parce qu'il illustre le fait que certains langages comme Java ont une approche qui est dogmatique. Donc en Java, on a décidé qu'il fallait absolument que tout soit dans une classe, donc très bien. Du coup, dans un certain nombre de situations, on se retrouve à devoir faire des choses qui sont de cet ordre. Python, à l'inverse de ça, est un langage qui est totalement pragmatique. On aura l'occasion de revenir là-dessus. Alors je fais une troisième comparaison avec JavaScript. Donc cette fois-ci, j'ai pris le code qui calcule la liste des carrés d'un certain ensemble de choses. Donc vous voyez de nouveau en Python un code qui est plus petit, plus ramassé, qui est simplement plus lisible. J'en resterai là sur la comparaison avec les autres langages. Bon, j'admets volontiers que le choix des exemples est tout à fait arbitraire, mais je voulais faire principalement deux points qui me semblent très importants. Dans un premier temps, la facilité d'accès a été considérée comme un but. Python, c'est un langage qui est très lisible. Il a paru aux concepteurs très important de faire un langage avec lequel on pouvait facilement échanger, soit pour lire le code de quelqu'un d'autre, soit pour travailler avec quelqu'un d'autre. Donc ça n'est pas arrivé par hasard si le langage est aussi lisible, c'est vraiment un choix qui a été délibéré dès le départ. Et le deuxième point, c'est que les choix de conception sont vraiment guidés totalement par le pragmatisme. Donc par opposition à ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec Java, il n'y a à aucun moment dans la conception de Python des choix qui auraient été faits en disant il faut que telle ou telle propriété soit vraie. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On se dit, on rencontre un problème, quelle est la meilleure façon de régler ce problème? Donnons-nous les moyens de trouver la solution la plus élégante pour que l'utilisateur ait le langage le plus agréable et le plus à même de résoudre ses problèmes. Sans transition, voici un rapide historique des versions du langage. Donc ça vous étonnera peut-être, mais Python est un langage qui est assez ancien, qui a déjà maintenant 25 ans. Inutile de dire qu'il y a 25 ans, le langage ne ressemblait pas exactement à ce qu'on peut utiliser aujourd'hui. Mais voilà, c'est un langage qui a pas mal d'heures de vol derrière lui. Il y a eu une grosse rupture de compatibilité entre la version 2 et la version 3, évidemment. Tout le monde est d'accord pour dire que ça a été assez douloureux, mais c'était quelque chose qui était nécessaire compte tenu de principalement la façon dont étaient gérées les chaînes de caractères, les encodages. Donc on aura beaucoup l'occasion de parler de ça pendant le cours. Depuis la version 3, évidemment, les choses sont redevenues totalement compatibles. Et donc, vous avez un langage qui a une grosse histoire, qui n'a eu qu'une seule rupture de compatibilité en 25 ans, ce qui, si vous le comparez à d'autres langages, est tout à fait raisonnable. Et donc, ça me donne l'occasion de parler d'une autre bonne propriété de Python, qui est sa stabilité. Donc, stabilité du langage parce que
la version 2.7, qui est donc la dernière version 2 qui a été réalisée, est maintenue alors qu'elle était censée être devenue obsolète en 2010, puisque quand on est sorti la version 3, elle a quand même été maintenue jusqu'en 2020. Donc c'est un langage, comme tous les langages évidemment mainstream, tient à cœur de rester compatible pendant une très longue durée. C'est ce qui a été fait. Je prends cette occasion pour vous parler de la librairie standard. Donc la librairie standard, c'est l'ensemble des utilitaires qui sont packagés avec Python. Ça fait partie du langage, au sens où ça fait partie de l'installation du langage. Et surtout, c'est maintenu au même titre que le langage. Donc si vous utilisez un morceau de la librairie standard, vous êtes tout à fait certain que sur la longue durée, si c'est un sujet qui vous intéresse, votre librairie elle sera maintenue et vous pourrez l'utiliser de manière pérenne. Je signale aussi rapidement que Python est un langage portable, ce qui signifie qu'il va fonctionner à l'identique sur Windows, Mac, Linux. On le trouve même sur des devices comme Raspberry Pi, donc c'est un atout assez intéressant. Il y a naturellement une très grosse base de code disponible en Python. Donc, outre les grands domaines que j'ai déjà signalés, vous pouvez créer un site web, c'est extrêmement pratique. Mais au-delà de ça, vous pouvez trouver une librairie pour faire n'importe quoi. Si vous avez besoin de causer à votre porte de garage, il y a certainement quelque chose qui a été écrit quelque part pour le faire. Une autre critique que j'entends assez fréquemment au sujet de Python, c'est le fait que ça n'est pas performant. En fait, la plupart du temps, les problèmes qui ont besoin d'une grosse quantité de cycles ont été réglés en wrappant du code compilé, typiquement écrit en C++, avec une interface Python. C'est le cas par exemple de NumPy. Ce qui fait qu'à la fin du compte, avec Python, vous retrouvez un langage, vous avez des types de bases très puissants, donc les dictionnaires dont on va parler, les ensembles, y compris les tableaux NumPy. Vous avez la gestion automatique de la mémoire, ce qui vous permet de ne pas avoir à libérer, vous avez un garbage collector qui va faire le travail pour vous. Vous avez un langage interprété, et avec l'addition des notebooks Jupyter dont on va parler, vous vous retrouvez avec un système de développement qui vous permet d'atteindre une vitesse de développement extrêmement rapide. Je finirai en vous disant un mot de la licence et de la gouvernance. Donc, les droits sont détenus par la PSF, la Python Software Foundation, qui est une organisation à but non lucratif. L'avantage de ça, c'est que la licence vous permet de faire de Python à peu près ce que vous voulez, y compris à des fins commerciales. En termes d'évolution, parce qu'il y a encore des évolutions aujourd'hui, vous verrez par exemple lorsqu'on parlera de programmation asynchrone qu'il y a vraiment des choses encore très innovantes qui sont ajoutées, c'est un langage qui est très vivant. Donc la façon dont ça se passe, c'est qu'il y a un débat de nature démocratique qui se passe autour des différentes propositions qui sont faites, et la décision, en dernier recours, revient au créateur du langage, qui s'appelle Guido van Rossum, qui s'est intitulé lui-même le dictateur à vie, bénévole du langage. Donc c'est la façon dont les évolutions sont faites, et c'est certainement pour cette raison que la cohérence du langage a pu être préservée pendant une durée aussi longue. Donc j'espère vous avoir convaincu que vous avez fait le bon choix en vous inscrivant à ce MOOC. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on utilise les outils Python et les notebooks, et c'est pour cette raison que je vous conseille d'installer les outils Python. Alors, ils ne sont pas totalement indispensables pour suivre le MOOC, mais si vous voulez pouvoir manipuler sur votre ordinateur, c'est bien que vous installiez Python et IPython. Il y aura des compléments à ce sujet. À bientôt!